on a des gens qui sont très savants, et moi, à vous écouter, je me suis posé une question. C'est vrai que nous, les médicaux, souvent, on parle de modèle biopsychosocial. En bio, en général, on est plutôt pas mal. En psychologie, on commence à avoir quelques notions, mais est-ce que finalement, en tant que soignant, on a des compétences en sociologie? Je me pose la question, au regard de tous les concepts justement que j'ai pu apprendre aujourd'hui. Euh, En tant que néophyte, quels conseils vous pourriez peut-être donner justement aux cliniciens justement sur la sociologie, en tout cas les choses qui semblent importantes pour améliorer notre pratique fondée sur les preuves? Alors, il y a le micro, donc tu peux... Ah, il y a le micro. Ouais. Ah oui, si, c'est bon. Alors, c'est compliqué. Parce que quand je le résume pour le présenter de façon un petit peu sympa, je dis on est dans le modèle bio-psycho-social. Et en fait, on a beaucoup de choses qui l'illustrent. Et notamment, par exemple, dans les centres antidouleurs, vous avez 2 équivalents temps plein de professionnels médicaux, vous avez 1,56 équivalents temps plein de psychologues, et vous avez 0,18 équivalents temps plein de travailleurs sociaux. Ce qui veut bien dire que, au moins dans la prise en charge de la douleur, on voit que la dimension sociale, sur sa spécificité de prise en charge, elle n'est pas faite. Sur la dimension de la recherche, je vous disais tout à l'heure, en fait, on se rend compte que dans les études médicales, c'est très rare qu'on ait des variables sociales. Quand on a le niveau d'études, c'est le must qu'on puisse avoir. La catégorie socio-professionnelle, on l'a jamais. Et en plus, en France, on n'a même pas l'origine ethnique, alors même que c'est une variable de discrimination extrêmement importante et d'inégalité sociale de santé. Donc ça, on l'a pas. Et moi, aujourd'hui, on est dans un modèle. On a fait le modèle, le procès du biopsychosocial au GEPA d'ailleurs, c'était très chouette, ça sera rediffusé, je vous le conseille, c'était vraiment excellent. Donc le modèle biopsychosocial sur la théorie, il est super, sur l'application, et on n'y est pas du tout. Et le problème, c'est, moi, le problème que je relève, c'est un peu ce super pouvoir qu'ont les médecins de dire moi, je sais tout faire. Moi, je suis médecin, moi, je suis méthodologiste, moi, je suis sociologue, moi, je suis psychologue, moi, je suis peintre en bâtiment. Le médecin, il sait absolument tout faire. Et donc, quand vous allez le voir et que vous lui dites, mais attendez, je comprends pas ce patient-là et quelle prise en charge sociale il a, il vous répond, et j'ai eu cette réponse-là. Hein. Ah, mais attendez, mais moi, je parle de sa famille avec lui, donc la prise en charge sociale, je la fais. Et là, ça questionne, en fait. Et ce que ça questionne, c'est déjà quelle est la représentation de la compétence qu'on peut avoir. Et puis surtout, une question que je trouve encore plus importante et plus profonde, c'est est-ce que c'est à un individu de tout faire? Et je pense que ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que le modèle biopsychosocial, c'est surtout un modèle partenarial. Et le conseil que je pourrais donner, c'est quand vous voyez, alors il y a d'autres conseils, il y a des formations, il y a des vigilances, etc. Mais quand vous voyez une personne en situation de précarité, qui est une forme de vulnérabilité sociale, une des nombreuses formes qui peut exister, mais orientez-la vers l'assistante sociale, de la même façon que vous orientez le patient vers un chirurgien. Et je pense que c'est pas au kinésithérapeute et que c'est pas au médecin de faire toute la prise en charge, a fortiori, parce que les problématiques de temps et tout ça. Mais voilà un peu ma position. Donc le conseil, c'est travailler à plusieurs. Ouais, exactement. Mathilde Collet, je vous ai vu réagir quand il a été suggéré que le médecin puisse parler directement à la famille et faire du social de cette manière-là. Est-ce que vous voudriez ajouter quelques mots? On ne vous entend pas. Votre micro est apparemment coupé. Non. Si, le micro est coupé pour elle. C'est Bon, le c'est nôtre. pour nous, ça. C'est le nôtre, mais il ne faut pas le réactiver, sinon on va tomber là. C'est le son de là qu'il faut réactiver. Oui. Là. La personne ne tente pas de rejoindre l'univers de l'enfant, ne tente pas de comprendre, d'interagir, de comprendre comment le modèle familial fonctionne. Et en fait, ça ne fonctionnera pas, en fait, tout simplement. Et il va y avoir tous les beaux diplômes et tout ce qu'il faut, toutes les compétences. Alors, c'est de l'ordre de l'équipe. Ça, je suis entièrement d'accord, et ça, je le disais dès le début. Dans ça, c'est magnifique d'observer des enfants grandir, parce que c'est aussi l'apport de l'équipe pluripro, enfin, le pluripro nous permet ça, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, l'envie de s'investir, de questionner, et c'est vraiment se tenter de rejoindre l'univers de l'enfant, de sa famille. Et ça demande un effort, ça demande un coût humain sans doute, et ça peut aussi desservir, quand j'en parlais à la fin de l'exposé, mais c'est vraiment ça, c'est faire l'effort de comprendre comment la famille fonctionne, parce que voilà, sinon ils n'appliqueront pas, ou ce sera pas, la mayonnaise ne montera pas, malgré tous les beaux diplômes que le médecin peut avoir, ou le thérapeute. Hein. Alors j'ai une question. Toute Non, on vous entend très bien et on vous remercie. Il faut couper le son quand vous parlez.
le remettre à zéro. Merci. On vous entend Professeur très bien, Forêt, donc oui. on vous remercie. Oui, moi je peux peut-être essayer de rajouter quelque chose sur le travail à plusieurs, tout en reprécisant que mon point de vue est quand même assez extérieur. J'ai le sentiment que certains actes médicaux ou certains actes thérapeutiques ou certains actes de soins présuppose un travail d'objectivation, c'est-à-dire que l'efficacité est à la condition de l'efficacité, c'est une forme de réduction du regard en fait, hein. Alors c'est sans doute pas vrai tout le temps, mais il y a vraisemblablement un certain nombre d'actes où pour soigner effectivement, pour obtenir un résultat, on est obligé de ne plus avoir en face de soi une personne, mais on est obligé d'avoir en face de soi un membre atrophié et que c'est sur ce membre-là qu'on doit exercer son attention. Donc il y a une espèce de réduction qui pourrait être considérée comme une condition de l'efficacité. Et ce que je suis en train de dire en disant ça, en ayant conscience que vous pouvez certainement tout à fait discuter, c'est que c'est inévitable et sans doute même normal, quoi. Alors, ça veut dire que si on veut restaurer un point de vue psycho et social, il faut peut-être pas compter sur cette personne qui est justement obligée d'objectiver son regard. Et ça justifie d'autant plus la pluralité des regards, ou le fait de convoquer dans le diagnostic, dans la discussion sur le patient ou sur la personne, de convoquer une équipe au sein de laquelle ce qui va être fondamental, c'est justement la pluralité des regards. Avoir des regards autres que ce regard objectivé sur le traumatisme. Voilà ce que je rajouterais volontiers. C'est banal. Non, Non, pas du tout. un grand merci. Une question dans la salle pour répondre. Oui, ça dépend des patients parce que moi j'ai, pas toujours, mais là récemment j'ai eu une patiente, elle n'a pas supporté que je lui parle de plein de choses ou que je lui demande des tas de choses. Elle m'a dit non mais moi j'y crois pas tout ça, c'est mon épaule. Mmh. Donc voilà, donc c'est aussi à prendre en compte. Mmh. Donc Donc, là, on va avoir les réponses et après une question. Ouais, je peux beaucoup parler, c'est terrible. Juste avant, quand je dis les médecins, c'est certains médecins. Je demande à mon auditoire de médecins de faire pour moi la traduction. C'est hyper important ce que vous dites parce que typiquement, la psychologisation de la maladie, c'est une vraie problématique. Vous savez, le développement personnel, la responsabilité individuelle, c'est hyper fort. Et c'est un truc que j'ai beaucoup observé en centre antidouleur, alors à plein de façons différentes. Déjà, on va interpréter des tests de kinésiophobie comme étant une peur irrationnelle de l'activité professionnelle, alors qu'en fait, c'est juste que le patient, objectivement, il n'a pas les conditions de travail. Donc, c'est un report psychologique. Mais là où je veux vous emmener, c'est surtout qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les parcours de soins de ces patients-là, on leur fait obligatoirement consulter un psychologue. Et là, c'est compliqué parce que, en fait, je pense que vous et moi, qui avons le même capital culturel, à peu près la même appétence, on se retrouve, on sera là aussi un samedi pour travailler et réfléchir ensemble, on vient à peu près de la même origine sociale. Pour nous, ça nous semble logique que le corps et l'esprit forment une même chose, qu'il n'y a pas de dichotomie entre les deux, quoi. Mais vous avez toute une frange de la population, et en particulier les patients avec un faible niveau de littératie, un faible gradient social en santé, donc plutôt les patients des catégories sociales populaires, qui n'ont pas du tout cette vision-là du corps et de leur relation de soins. Et en fait, alors qu'on veut bien faire dans le système médical en leur disant on va vous proposer un accompagnement psychologique, bah tout ce qu'on fait, c'est les braquer. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas une approche psychologique. Ce qu'ils veulent, c'est une approche mécanique. Et je pense que c'est aussi ça qui est à prendre en considération. C'est le prendre en compte et éventuellement comment est-ce qu'on va l'amener et ne pas forcément sortir des attentes. Alors, ça pose la question de est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, mais des attentes des patients pour pas le frustrer et maintenir une alliance thérapeutique prompte à la rééducation, quoi. cette dernière patiente, elle était infirmière au bloc et son mari chirurgien. Voilà, la vision mécanique, là. Vous voulez apporter une réponse Il y a des questions dans le chat. et après on aura une question ici. Alors, dans le chat, par rapport aux observances de traitement, ne serait-ce pas un argument pour les thérapies passives, qui sont pourtant souvent mises
après l'autonomisation du patient, en kiné par exemple, exercice versus thérapie manuelle, massage, etc. Là, on est plutôt cœur de profession, hein. Oui. Ça veut dire que voilà, on a le grand débat sur le Ouais. hands-on, le hands-off. Mais pas de kiné à la table ronde. Si, justement, notre collègue, alors peut-être qu'on va réactiver le son. Et à ce moment-là, hop. Faut pas mettre votre micro. C'est ce qu'on a fait. Donc par rapport aux observances des traitements, alors j'ai pas de réponse très conçue. Ce qui reste de mon expérience clinique, ce qui reste important, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que les attelles fluoropédieuses ne sont pas portées la nuit? Pourquoi est-ce que l'enfant ne les supporte pas? Est-ce que c'est la famille qui les supporte pas? Est-ce que c'est l'enfant? Comment elles sont mises? Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue autour de l'endormissement, par exemple? Donc vous voyez, enfin, je pense à cet exemple-là, avec cette question-là, mais le port d'attelle nocturne chez un enfant, par exemple, va venir, et donc cette observance va venir questionner bien plus largement que la simple prescription. Alors, votre question, elle est un peu plus précise que ça. Est-ce que ce sera un argument pour les thérapies passives qui sont pourtant mises après l'autonomisation du patient en kiné, par exemple, exercice versus thérapie manuelle? En fait, ma réponse est vraiment d'aller questionner cette notion d'observance et de non-observance et de comprendre qu'est-ce qui se joue en dessous. Et là, ça nous dépasse souvent. En tout cas, moi, l'exemple de pédiatrie, je reprends mon exemple là des ports des fluoropédieuses nocturnes. En fait, ça nous dépassait parce que c'était qui jouait dans la famille, dans la fratrie, au moment du coucher. Et en fait, quand ça a été dénoué par mon collègue, et ben, les attelles ont été portés. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est, comme le disait tout à l'heure mon collègue en présentiel, c'est de changer son regard, de dézoomer un tout petit peu et de se dire, mais pourquoi est-ce que les observances ou l'observance, en fait, et qu'est-ce que ça amène derrière? Si ça amène aux thérapies passives, bah, essayer de se dire, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se joue en dessous? Je sais pas si ma réponse est exacte et si mes collègues peuvent compléter. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Ouais, je sais pas. Ouais, vous me dites si je parle trop, hein. Non, mais en fait, juste pour compléter en tant que kiné, Ah ouais, bien sûr. c'est que justement, on se rend compte que on a besoin des autres. Voilà, c'est quand même le message aussi que moi j'ai compris, c'est que tout seul, on ne voit pas tout. Voilà. Ouais, heureusement. Non, mais je vais laisser les questions en fait, pas tout. Oui, une question. Oui, j'avais une question. Oui. J'avais une question. Vous avez une question? Non, ok, je vois votre question. Oui, j'avais une question qui était peut-être un peu un pavé dans la mare, parce qu'on parle donc de l'EBM, l'EBP, qui se base souvent sur le biopsychosocial avec la notion de biopsychosocial. Mais en fait, il y a aussi d'autres modèles qui existent pour questionner, étudier la maladie, le patient, la situation. En fait, il y a d'autres modèles qui sont proposés par l'OMS en particulier, parce que ce modèle-là, il est proposé par l'OMS. Et du coup, je me demandais si ça valait pas le coup de sortir du totem de l'EBM et d'essayer d'aller voir et de partir sur quelque chose de plus dynamique plutôt que quelque chose de figé qui est dans l'EBM ou l'EBP, c'est figé, on n'a pas la notion temporelle, on a toujours... voilà. Alors qu'en réalité, c'est réactualisé à chaque fois qu'on voit le malade. C'est même réactualisé quand on est chez soi et qu'on repense au patient. On se dit, oh, il s'est passé ça, peut-être que la prochaine fois je pourrai. On est tout le temps dans cette démarche quand on est avec des patients. Voilà. Je me demandais si ces réflexions pouvaient éventuellement alimenter le débat. C'est compliqué. Bah, moi, je connais pas très bien ces autres modèles en fait.
En fait, en plus, c'est compliqué parce que l'EBM, je voulais présenter comme étant un système fermé, mais en fait, il y a des ouvertures qui sont possibles. Il y a quand même des réflexions avec l'introduction des PREMS et des PROMS. La problématique, c'est le temps d'acceptation par les professionnels de santé et les institutions de santé. Je pense typiquement dans l'EBM, il y a aussi les mix méthodes. Les méthodologies mixtes qualitatives et quantitatives, on en a parlé un petit peu au début. Le truc, c'est que c'est compliqué de le faire intégrer au point qu'en fait, on a quand même des revues, alors qui ne sont pas des revues disciplinaires, mais qui sont des revues de mix méthode. C'est-à-dire qu'on considère que déjà de faire de la méthodologie mixte, c'est presque une prouesse à part entière. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus. Dans la pratique, en fait. Ah, dans la pratique. Là, vous parliez de la... Ouais, j'ai appris mes recherches. Ouais. Moi aussi, mais bon, là, j'étais vraiment dans les pratiques. Du coup, je suis pas pertinent. Moi, ce que m'évoque votre question, parce que ce que je me suis dit en vous écoutant, c'est que le modèle que j'ai en tête quand je réfléchis aux questions que vous posez, c'est un modèle d'hospitalisation, en fait. Et sur la base d'une expérience que j'ai moi-même de ça, où justement, tout à l'heure, je parlais d'intervention chirurgicale, et c'est des interventions qui sont ponctuelles, c'est-à-dire qui sont dans une temporalité très limitée. Et ce que je comprends dans votre question, c'est que vous souhaiteriez intégrer dans le regard clinique ou dans le regard de soins ou du diagnostic quelque chose qui relève d'une temporalité plus longue. Et ça suppose d'avoir des soignants qui sont régulièrement auprès des patients, en fait. C'est-à-dire qu'ils les voient changer, qu'ils les voient évoluer. Et ça me fait penser aussi un petit peu à votre réaction tout à l'heure, parce que quand une personne dit mais moi je m'en fiche du côté psychologique, ce qui m'intéresse c'est l'intervention sur mon épaule, bon bah il faut l'entendre puisque c'est quand même le point de vue de la personne qui est concernée principalement. Mais on peut envisager aussi alors, je ne sais pas du tout si c'est pertinent, mais en philosophie politique, il y a un philosophe qui s'appelle Jürgen Habermas qui a pensé que l'importance de la discussion, c'est que ça produisait des effets d'apprentissage réciproque, hein, et que dans la démocratie, ce qui comptait dans la pratique de la discussion, c'était non seulement qu'on avait une procédure de prise de décision, mais que peut-être sur la base de positions qui sont tout à fait éloignées l'une à l'autre, avec la temporalité, il y a une familiarité qui se produit, des rapprochements, des explicitations, et donc des effets d'apprentissage réciproque. Et peut-être qu'avec cette forme de temporalité-là, c'est quelque chose qui peut se produire, ça. Moi, je voulais poser une question, pareil, je suis un peu curieux. Il existe maintenant des modèles centrés sur le patient, sur des cas uniques, donc c'est les SCED, justement, on prend le patient lui-même, on prend même des patients qui sont justement un peu des cas uniques, et puis justement on essaie de voir les expérimentations qu'on peut faire. Il semblerait que c'est assez justement nouveau, on ne sait pas trop comment l'articuler, mais on est sur des nouvelles méthodologies. On est malheureusement obligé d'avoir des paramétrages, donc des mesures chiffrées pour pouvoir en suivre. Mais en tout cas, est-ce que vous avez déjà ces modèles expérimentaux qui existent aussi peut-être en sociologie, peut-être, ou en tout cas que vous avez des choses qui sont un peu similaires, et en tout cas à quoi ça peut vous faire penser par rapport à votre expérience? Du coup, là, c'est bon. Ah oui. Je peux suivre. Compliqué parce que franchement, j'adore la socio, mais par contre, niveau méthodo, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, on est des grosses tanches, hein. Il n'y a pas de structuration des méthodes qualitatives, ça va un petit peu dans tous les sens. Je ne parle pas au niveau quantitatif, les gens ils choisissent socio pour pas choisir psycho, parce qu'en psycho il y a de la statistique, c'est à peu près ça la réflexion des étudiants. Mais je sais qu'on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Parce que c'est. Il n'y a pas de statistique. Parce qu'en socio, il n'y a pas de. Alors que historiquement, on fait des stats en socio, c'est ça qui est absolument fou. Oui. Donc en fait, la question de prendre un patient pour faire de la mesure répétée sur ce patient-là, j'ai jamais vu ça en sociologie et je sais même pas si la majorité, je vais nuancer, des sociologues seraient capables de faire des stats appareillées. Mais par contre, j'ai une doctorante en psychologie qui fait ça. Et pour le coup, c'est hyper intéressant parce qu'au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, mais de la mesure répétée à court intervalle sur un patient, c'est bizarre, surtout qu'en plus, à la côté, elle a un gros dispositif avec des entretiens assez importants et tout ça. Et en fait, ces directrices de thèse qui sont psychologues on dit non, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet finalement, sur un petit échantillon, d'avoir des mesures qui sont rapprochées, donc un petit peu plus sur la finesse. Et donc, a priori, j'étais
un peu réticents, et en fait, a posteriori, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des approches qui sont complémentaires. Après, se poser la question de comment est-ce qu'on fait la répétition des mesures et sur quels critères, mais moi, je trouve que tous les tests de méthodologie qui peuvent être faits, à partir du moment où c'est justifié, c'est cool, quoi, ça fait partie de la vision. Non, je voulais juste dire qu'on fait ethnographe et on fait des modèles à cas uniques qui vont être reconnus Complètement. par les sociologues de temps en temps, quand même. Et on travaille aussi avec des statisticiens. Et on arrive à travailler justement en disant sur un cas unique, on peut poser des hypothèses. À partir de ces hypothèses, on peut regarder comment les généraliser et comment les valider. Là, on transfère nos hypothèses aux statisticiens qui ensuite peuvent travailler avec nos hypothèses et vérifier ce qu'on dit et éventuellement nous ouvrir d'autres pistes. Donc c'est juste pour dire que je trouve que j'ai adoré votre exposé, mais là je le trouve un tout petit peu caricatural sur les sociologues. Non, mais j'en ai conscience, mais bon, j'ai eu un directeur de thèse qui n'était pas un grand méthodologiste. Et franchement, aujourd'hui, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'EBM, c'est notamment, alors c'est très décrié, mais les corrects, les critères consolidés pour le report des données qualitatives. Donc vous avez des cases à cocher sur qu'est-ce que vous avez fait dans votre méthodologie, qui a fait l'entretien, comment est-ce qu'il a été retranscrit, sur comment est-ce qu'il a été analysé, sur quel logiciel, plus les inférences thématiques, plus... Vous avez en fait un cadrage de règles que moi, j'ai pas retrouvé dans mon cursus d'apprentissage en sociologie. L'ethnographie, vous avez raison, pour le coup, c'est une partie à part entière, mais vous travaillez en binôme avec des statisticiens, mais là, sur ces cas-là, je présume que si c'est sur les entretiens un petit peu du style biographique ou ethnographique, c'est sur des temps qui sont très très long, là c'est vraiment de la mesure répétée sur un intervalle d'une semaine ou 2 semaines pour vérifier un ou deux paramètres, c'est en ça que ça diffère, mais vous avez 1000 fois raison. C'est très intéressant. Je reviendrai à mon propos de ce matin sur le chercheur. Le chercheur, dans les études, alors peut-être je me trompe, hein, dans les études quantitatives, il apparaît pas, il n'existe pas. Et on a l'impression que ça soit lui ou un autre, c'est la même chose. Dans les recherches quali, pas dans certaines, moi j'appelle ça une honnêteté intellectuelle. On se dit d'où on regarde, qui regarde, parce que la personne qui regarde, et j'en ai parlé un petit peu, j'étais rapide, hein, là je m'appuie plutôt sur Louraud, sur l'implication au sens de l'analyse institutionnelle, pas l'implication au sens engagement générique, mais ce chercheur, c'est lui qui va choisir, lui peut-être d'autres, mais choisir son objet, choisir les outils, analyser, interpréter, il est quand même capital, il est quand même, c'est lui qui va mettre la couleur. Et moi je pense que même en recherche quanti, que ça soit Monsieur Machin, ou Monsieur Prunier ou Monsieur Pommier, eh bien on n'aura pas forcément les résultats. Donc peut-être que ça, c'est une rigueur que n'a pas la recherche quanti, et que n'a pas toute la recherche quali, enfin voilà. Mais on pourrait travailler sur ce chercheur-là et le mettre en évidence parce que l'objet de recherche est lié, enfin le chercheur est lié à son objet de recherche. Et moi j'aime bien ce que vous avez dit, l'importance dans les discussions, mais l'importance dans le soin, l'importance dans la recherche, c'est bien qu'il y a un effet d'apprentissage réciproque, sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus. Parce que en tant que soignant, qu'est-ce que j'ai appris de mes patients ? Énormément, tout, quoi, et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, j'essaye de changer. Je découvre que ce que je pensais bien faire hier, je le fais mal, en fait. Et que ce patient qui était au centre est en train de se déplacer plus avec... on réfléchit ensemble, on n'est pas en train de réfléchir autour, on réfléchit ensemble. Et je pense que les deux ont vraiment... On doit s'apporter des choses mutuellement. Mais la rigueur qui ne se limite qu'à des chiffres, je trouve que c'est un peu léger, quoi. Oui, mais c'est parce que Mais c'est pas... Oui. Allez-y, Non. Si. Et après, Ouais, moi, je voulais dire deux choses. Je vais essayer d'aller très vite. La première, elle est encore une fois, je m'en excuse, ça va finir par vous énerver, tout à fait extérieure. Depuis le début de cet après-midi, une question que je me pose et que je vous livre tout de suite, c'est que j'ai le sentiment personnellement que l'histoire du soin dans les sociétés occidentales, en tout cas, c'est l'histoire d'une rationalisation progressive des actes, hein, et d'une scientificisation progressive des actes, et que la question qui est posée ici,
c'est jusqu'à quel point le modèle rationnel et scientifique peut-il être compensé d'une façon ou d'une autre par la prise en compte d'éléments plus globaux. Autrement dit, mais je me pose simplement la question, est-ce qu'on n'est pas face à un modèle qui est ultra dominant et par rapport auquel on se demande comment compenser les défauts qu'il est toujours facile de mettre en évidence, quoi. Alors, ça veut dire que, en me posant cette question-là, et ça a à voir avec ce que vous disiez sur la singularité, je suppose que, mais j'en sais strictement rien, vous n'êtes pas encore prêt de changer de paradigme, quoi, hein. C'est-à-dire qu'adopter un paradigme complètement différent des soins, ne me semble pas être d'actualité, mais j'en sais strictement rien. Bon. La deuxième question sur la singularité, c'est, il se trouve que je viens de finir un travail de philosophie, d'histoire de la philosophie sur la notion de formation dans la pensée allemande au XIXe siècle, et la dimension de la singularité dans la formation est absolument centrale. Et qu'est-ce que ça veut dire que toute formation est singulière? Ça veut dire qu'on suppose que la personne est soumise à une historicité, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui la constitue, hein, premièrement. Deuxièmement, qu'elle a aussi une nature singulière. La nature humaine est prise comme étant quelque chose qui est à chaque fois différente, c'est-à-dire propre à chaque individu. Troisièmement, que ce qui compte dans cette singularité, c'est les expériences qu'elle fait, qui sont constitutives de sa formation, et quatrièmement, qu'il y a quand même un rapport de transmission, c'est-à-dire de relations constitutives avec le monde, avec les autres, qui lui apporte tout un tas de choses. Donc il y a une dialectique entre une dimension générale de la formation, c'est peut-être celle qui est relevée par la science ici, et puis ce que chacun fait de ses apports généraux. Voilà, je vous livre simplement ça. Ça, c'est dans ma discipline, hein. Ça n'a rien à voir avec le domaine des soins, donc j'en dirai pas plus. Rapidement. Mais c'est intéressant, mais c'est parce que je pense que vous avez une vision enfin pas limitée, mais une vision centrée sur la partie statistique, parce que typiquement, nous, c'est la partie qu'on appelle l'auto-socio-analyse, qui permet de se contextualiser dans un environnement social qui pourrait biaiser. Mais en fait, ça, dans les méthodes quantitatives, il n'y a aucun problème pour le faire. Et d'ailleurs, généralement, c'est fait dans la partie discussion et au moins limite. Alors, c'est plus ou moins bien fait. Il y en a qui ont plus ou moins d'intérêt. Mais en tout cas, ça, c'est pas une spécificité des méthodes qualitatives. C'est une spécificité d'une sensibilité pour les facteurs qui sont exogènes. Après, dire que le chercheur, c'est lui qui donne sa coloration sur la méthode qualitative et que vous l'avez pas sur la méthode quantitative. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais en fait, du coup, mais pas tout le temps sur la méthode quantitative. Mais enfin, pour avoir travaillé avec des méthodologistes, du coup, la coloration donnée par le méthodologiste sur le design du projet, mais c'est fait avec une passion, c'est extraordinaire, c'est subtil, les modèles mathématiques, c'est génial, quoi. La coloration de l'attaché de recherche clinique qui va aller récolter les données sur le terrain, mais c'est pareil, en fait, justement, c'est un dialogue, c'est une discussion, c'est plein de choses qui émanent. En fait, cette coloration, vous l'avez également. Sauf qu'on généralement, c'est pas mis en avant, mais ça existe. Et par rapport au qualitatif, et je pense que moi, c'est plutôt cette critique-là que je ferai au qualitatif, c'est que justement, à partir du moment où c'est le chercheur qui devient indispensable et non pas le terrain, peut-être qu'il faut se poser des questions, parce que on devrait, sur des terrains qui sont similaires, trouver des résultats qui sont similaires et pas avoir des résultats qui sont complètement différents en fonction du chercheur qu'on va avoir. Peut-être parce que justement, ce chercheur n'a pas suffisamment bien fait ce travail d'auto-socio-analyse. Et le dernier concept, parce que je me suis rendu compte dans mon dernier travail que c'était ce concept-là qui était central pour moi, ça se voit pas là quand je communique, mais c'est la neutralité axiologique. Alors que de base, il ne doit pas y avoir pour moi, dans une démarche scientifique, il ne doit pas y avoir de coloration politique sur le discours. Ça, c'est uniquement le moment de la communication avec des gens. Mais quand on écrit et quand on fait un travail de recherche, la neutralité axiologique, elle est centrale. Et typiquement, les Pinsons, pas les citer, mais ces chercheurs en sociologie qui ont détruit la discipline, dont je considère qu'ils ont porté préjudice de façon concrète à la discipline en amenant des colorations politiques, qui a donné aujourd'hui la connotation politique qu'on a et qui fait que c'est extrêmement compliqué de rentrer dans des champs, c'est extrêmement délétère. Et c'est pour ça que par la coloration, par le chercheur, je suis un petit peu gêné, quoi. Mais je la comprends. La neutralité axiologique, moi je suis plutôt Fugier qui a travaillé là-dessus. Ouais, moi je m'interroge. Après, on peut pas l'être, mais on essaie. Voilà, c'est ça, on peut pas l'être. C'est pas grave qu'on le soit pas, mais au moins qu'on se situe et qu'on sache d'où on part. Parfaitement d'accord avec vous. On a une question au fond. J'avais une question un petit peu pratico-pratique, dans le souci d'améliorer du coup la prise en charge biopsychosociale.
et avec l'intérêt du coup de travailler à plusieurs. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des outils, parce que souvent les kinés, on va être des fois les premiers à recueillir les informations patients après le médecin, mais on les voit plus souvent, plus fréquemment, etc. Donc est-ce qu'à votre connaissance, s'il existe des outils que lundi, par exemple, au cabinet, on puisse faire circuler pour détecter puis réorienter, parce que vous avez parlé de l'orientation à d'autres professionnels. Voilà. Est-ce que vous connaissez des outils en fait Alors oui, mais je mobilise encore, mais détection, ça dépend ce que vous voulez détecter. Mais par exemple, sur la précarité sociale, moi je trouve que c'est un gros facteur en vrai, hein. Je trouve que c'est important, mais déjà vous pouvez demander. Alors la rémunération, c'est compliqué à demander, mais la profession, ça vous donne un indice. Le nom, ça vous donne un indice. Mais mieux, vous avez le score EPIS, c'est l'évaluation de la précarité et des inégalités dans les centres d'examen. C'est un score en 14 questions qui se cote en 0,1 sur la version simplifiée, qui, en plus de ça, intègre justement l'environnement social et plein de choses dedans pour voir la précarité. Donc ça, c'est pour moi un outil diagnostique sur cet aspect très spécifique. Sur la question de la réorientation, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est avant tout une histoire de réseau et de maillage territorial de ce réseau-là, l'environnement dans lequel vous travaillez. Mais sur la partie alors sociale, mais un peu pratico-pratique, vous avez les assistantes sociales de la CARSAT, les assistantes sociales de la MDPH, les assistantes sociales de secteur. Oui, mais est-ce que du coup, il existe par exemple des sortes de questionnaires? Moi, je sais que j'ai un questionnaire que le patient remplit seul dans la salle d'attente. Alors, vous allez me dire déjà, il faut qu'il sache lire, tout ça, oui, d'accord. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Comment? Non, il n'y a pas de souci, c'est en général, ils sont habitués. Donc. Ouais. Et voilà, donc est-ce qu'il existe ce type d'outil? Parce que par exemple, on arrive à voir au fur et à mesure s'il y a une réceptivité à la psychologie, au fait d'être suivi psychologiquement, tout ça. Moi, socialement, ça m'est jamais arrivé de réorienter quelqu'un vers une assistante sociale, ou enfin, ça m'est jamais arrivé. Eh ben, l'épice, il est vraiment très bien. Moi, je trouve Ce questionnaire. Ouais, ce questionnaire épice. Et après, le HL6, c'est l'itération en santé en 6 items pour se rendre compte des difficultés de compréhension que pourrait avoir le patient. Vous avez le CSQ, je crois que c'est sur les stratégies d'adaptation que peuvent avoir les patients. En fait, c'est sur la dimension qui vous semble être la plus importante. Presque sûr qu'il existe un questionnaire qui pourra vous aider. D'accord. Merci. Ouais. Alors, pour réagir à la question donc, qui vient d'être posée, nous, en hôpital de jour, on a décidé d'appliquer l'échelle d'Edmonton, qui reprend différents critères comme la fatigue, la douleur, le bien-être, la psychologie, enfin, comment vous vous sentez actuellement, heureux, pas heureux. C'est une ligne et le patient met une croix. Donc déjà, ça permet de suivre au fur et à mesure de la prise en charge s'il y a des choses qui ont pu bouger. C'est pas quantitatif, on va pas dire c'est un 10, c'est un 8. Ça met moins cette pression du chiffre au patient. Et nous, on s'en sert en hôpital de jour pour évaluer les besoins. Si un patient va mettre « je me sens plutôt déprimé », ça nous informe qu'il a peut-être besoin d'une prise en charge psychologique. Si le mec il a des difficultés à se mouvoir dans sa vie quotidienne, on va réorienter vers le kiné. Si le mec il est dans un mal-être total pain, là on va peut-être faire rentrer des thérapies complémentaires. Et des petites cases en bas qui met autre, et c'est là où souvent le patient va nous parler du social s'il en a besoin. Il y a des patients qui vont nous mettre « je n'ai pas les moyens de revenir le mois prochain ». Il y en a qui vont mettre qu'ils aimeraient bien pouvoir bénéficier de plein de choses en libéral, mais que ça a un coût et que c'est pas toujours remboursé. Et donc ça permet après d'engranger les allocations adultes handicapés avec la MDPH, les choses comme ça. Enfin, moi je trouve que c'est un bon outil diagnostique si on sait l'exploiter et l'expliquer à nos patients de pourquoi du comment on leur fournit cette échelle. Donc voilà, une potentielle réponse en plus des questionnaires validés. Je sais pas l'échelle d'Edmonton comment elle est validée dans la littérature, donc j'y vais avec des pincettes.